Maintenant. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, on est super nombreux ce soir pour écouter Samuel François qui va nous parler de la Via Arduina. La Via Arduina, c'est cette voie mythique à travers l'Ardenne. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance puisque en 2015, j'ai eu la chance de découvrir cette Via Arduina d'abord toute seule pendant un petit week-end de 2 jours autour d'Orval et puis avec mon amie Nathalie. On a vécu des expériences assez exceptionnelles et c'est pour moi le chemin le plus transformateur, le plus initiatique qu'on peut trouver en Europe. Pour moi, c'est un chemin qui est aussi initiatique que le Camino Frances, mais qui a en plus cette particularité d'être resté vraiment un chemin naturel dans les bois. Et Samuel va vous expliquer maintenant comment il a été à l'origine du projet de réinvention de ce chemin, parce que c'est vraiment un trésor caché sous terre qu'il est allé déterrer là et qui nous met à disposition. Et voilà, je vais lui donner tout de suite la parole et je vous souhaite une magnifique soirée avec Samuel. Bonsoir Sylvie. Je te remercie pour l'organisation de ce soir et je salue tous les participants et participantes ce soir. Je pense que tu souhaites que je présente un petit peu l'origine du projet, je crois. Ah ben, ce serait intéressant effectivement que tu commences par nous parler un peu Voilà. de c'est quoi ce chemin de la déesse Arduina, parce que c'est un peu mystérieux. Nous, on est des pèlerins de Saint-Jacques, de Compostelle, en Espagne, tu sais. Parfois, il y en a qui vont au Finistère, mais on aimerait en savoir un peu plus sur cette fameuse déesse Arduina et sur ce chemin qui apparemment n'est pas très catholique. Alors, ben, c'est intéressant que tu commences sur ce thème-là parce que je pourrais proposer le thème du syncrétisme ce soir, alors, parce que mes recherches se sont concentrées sur la pratique du pèlerinage au travers des âges. Et on s'est rendu compte avec les deux pionniers, entre guillemets, de la Via Arduina qui s'appelait le chemin des pèlerins à l'origine, au début des années 2000, qu'on s'est rendu compte que la pratique du pèlerinage, en fait, elle remonte à bien avant le Moyen-Âge, qu'elle est universelle, on la trouve partout sur le globe, mais qu'elle est aussi plus ancienne que la pratique que l'on connaît surtout du Moyen-Âge. Et c'est pour ça que c'est pas qu'elle n'est pas catholique, c'est qu'elle est peut-être catholique et autre chose aussi. Je pense c'est pour ça que je parle de syncrétisme. Donc, au début des années 2000, il y a je vais les appeler les deux papis de la Via Arduina parce qu'ils sont bien âgés maintenant. Ils habitaient la région de Florenville et ils se sont rendus compte qu'à Martué, à côté de Florenville, il y a une petite chapelle Saint-Roch. Alors, Saint-Roch, c'est le patron des pèlerins, mais au fronton de cette chapelle, il y a une petite statue, un bas-relief d'un Saint-Jacques matamor qu'on ne sait pas dater. Donc, on ne sait pas du tout de quand il date. Il n'est pas du tout de même style de pierre que la chapelle et il est très frustre au niveau de son façonnage. Et donc, ils ont fait un peu des recherches et ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être bien un hospice pour pèlerins à Martué au Moyen-Âge, parce que c'était un des seuls endroits pour traverser la Semois. Et puis, en faisant leurs recherches, ils se sont rendus compte que Martué était sur un ancien chemin. Donc, quand on va voir dans l'Atlas des chemins, si ça dit quelque chose encore à quelqu'un, à l'ère du tout numérique, il y a encore des vieux livres avec des vieilles cartes de chemin qui ont été faites il y a très longtemps. Et par Martué, il y a un chemin qui s'appelle le chemin de Neufchâteau-Astenay. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la région, Neufchâteau-Estenay sont des charmantes petites villes, mais pas du tout de l'importance qu'ont des villes comme Namur, Liège, etc. C'est des petites villes très importantes pour les Ardennes et françaises et pour la province de Luxembourg, mais c'est pas on ne voit pas trop aujourd'hui pourquoi il y avait un lien entre les deux villes. Et on s'est rendu compte que jusqu'au début du XXe siècle, il y avait des pèlerinages de gens qui allaient en char à banc de Neufchâteau, Iselle, Florenville, jusqu'au Mont Saint-Valfroid, parce qu'en fait, c'était là le but de ce pèlerinage-là. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des vieux chemins qui traversaient cette région. Et donc, l'idée de recréer ce chemin est née chez ces deux personnes. Elles m'ont contacté parce qu'on se connaissait, et moi qui étais passionné de cartes, de chemins, je les ai aidés à constituer la première étape, et on l'a inaugurée en 2005.
à l'époque. Ça s'appelait donc le chemin des pèlerins de Sucy à Orval. Et c'est pour ceux qui connaissent les topofiches, c'est la topofiche numéro 7. Voilà, ça c'est l'origine historique du projet. Alors moi, après, je me suis pris au jeu. Je suis tombé sur deux ouvrages euh, passionnants de M. Maquet, André Maquet, qui a fait un livre sur les pèlerinages au travers de l'Ardenne et de la France du Luxembourg, et un autre livre aussi de Henri Gracia de Neuchâteau, qui est un historien qui, lui, a exploré beaucoup plus loin la pratique du pèlerinage. C'est un livre qui a vraiment ouvert mon esprit et me reconnecter à la source, je vais dire, pour me piquer au jeu. Et en fait, lui parle de l'axe tellurique de la Via Arduina, c'est-à-dire la dorsale Arduina qui reliait, on va dire, Cologne à Saint-Valfroy, et qui était une artère énergétique tellurique à travers l'Ardenne. Et où lui parle déjà des pèlerinages au temps pré-chrétien, donc notamment gallo-romain, mais même néolithique. La Via Arduina était parsemée, jalonnée de dolmens, de menhirs. On peut en voir encore un à côté de château, près de la chapelle de Lessard. Il y a un polissoir, c'est un gros bloc de quartz qui était un jalon de cette voie. Et donc, c'est une mémoire de l'époque néolithique de la Via Arduina. Voilà. Alors, toi, en fait, tu as commencé à t'intéresser, donc à baliser et à retracer le chemin en 2005. Mais alors, comment est-ce que tu as fait, toi, vraiment pour sentir par où il fallait passer et pour choisir les chemins? Alors, c'était très rigolo parce qu'en fait, en prenant l'ouvrage d'Henri Gracia, en fait, il donne un axe euh, en passant par quelques points de repère, il donne quelques étapes. Et en suivant cet axe, j'ai pris des cartes IGN et j'ai tracé cet axe et j'ai vu qu'en fait, des chemins se dessinaient quasiment naturellement, des chemins qui existent toujours. Alors certains ont été transformés en routes asphaltées, mais relativement rarement, puisqu'en province de Luxembourg, voilà, beaucoup de choses sont restées un peu accessibles. Et donc, c'était très, 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 très facile à faire. J'ai pris les cartes et puis après, je suis allé repérer sur place. Et en fait, les chemins s'enchaînaient l'un à l'autre. C'était un petit peu magique. Je n'ai quasiment eu aucun problème de chemin barré, de chemin qui s'arrêtait, de chemin qui avait disparu, de chemin privé que je ne pouvais pas emprunter. Voilà, donc je me suis piqué au jeu de remonter jusqu'à Malmedy, et de Malmedy jusqu'à Orval. Et puis après, j'ai eu envie de continuer. Donc j'ai continué l'axe, puisqu'après Orval, la destination des pèlerins, c'est Vézelay. Et il existe le GR 654 qui passe à Vitry-le-François. Donc d'Orval, j'ai simplement tracé une droite dans le même axe jusqu'à Vitry-le-François. Et tout un tas de lieux très importants au niveau historique du nord de la Meuse et de la Champagne, de la Marne, se sont présentés à moi dans cette suite logique. Donc c'était assez fluide et agréable à concevoir. Ah, c'est magnifique. Et en fait, est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est un chemin initiatique? Est-ce que le pèlerin actuel, qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu penses que le pèlerin actuel va ressentir et va découvrir en parcourant cette dorsale tellurique particulière? Alors, moi, je suis d'abord très touché qu'il y ait autant de monde qui s'intéresse à la Via Arduina et qu'il y ait autant de personnes qui l'aient déjà parcouru et qui ressentent effectivement ces dimensions-là. Parce que moi, quand je l'ai conçu, j'étais pas conscient de ça. J'étais attiré par la dimension tellurique et j'étais très, moi, attiré par le fait de concevoir et de parcourir ce chemin-là dans cette conception originelle, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, de faire ressortir un chemin de l'oubli quelque part. Et moi, ça me faisait vibrer. Donc jusque-là, moi, c'était
ça me plaisait bien à ce niveau-là. Et maintenant, j'entends que des gens qui l'utilisent ressentent aussi ça. Et j'en suis ravi. Et je pense que ça s'explique par le fait que c'est un chemin qui est d'une part sur un socle de roches primaires, en grande partie. Hein, donc de Malmedy jusqu'à la limite de la Gaume, on est sur le socle ardennais qui est directement en lien avec le magma. Donc c'est un des quelques massifs avec les Vosges, avec l'Armorique et l'Auvergne, qui sont en lien direct avec le magma terrestre. Donc l'énergie terrestre, l'énergie tellurique est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, à tel point que les Ardennais qui m'écoutent le savent. En Ardennes, on doit faire attention au radon parce que la Terre irradie beaucoup plus fort qu'ailleurs, parce qu'elle est beaucoup plus puissante qu'ailleurs. Donc, le fait de marcher déjà dans une région comme ça, l'être humain va se faire pénétrer par ces énergies-là. Alors, il y a une autre dimension, c'est que, et ça Henri Gracia le montre, c'est que cet axe de Malmedy jusqu'à, je vais l'appeler Saint-Valfroy, mais on pourrait l'appeler aussi Colline Arduina, c'est plus énergétique. Cet axe-là, il est énergétisant. Il est énergisant, c'est-à-dire que dans une région donnée, il y a des veines de force, il y a des veines, et on appelait ça par le passé la vouivre. Donc ceux qui ont lu Henri Vincenot, Le Pape des escargots, savent de quoi il s'agit. Donc c'était la figuration, la vouivre de ce serpent qui circule sous l'échine de la Terre et qui est un concentré d'énergie tellurique. Et ce serpent, cette ligne de force, elle a un axe, je dirais, et si on trace un chemin dans cet espace, on est beaucoup plus en contact avec cette énergie-là. Et donc, c'est un chemin qui a un sens, c'est un chemin qui a une direction, c'est un chemin qui a qui libère une énergie. Et quand on marche dessus, on la sent. Oui, je confirme. Est-ce que, une fois qu'on a quitté le socle granitique et qu'on arrive en direction de la Champagne, alors comment est-ce qu'on peut continuer ce chemin initiatique si on n'est plus dans cette énergie-là comment tu l'as prévu ce chemin, la suite vers Vézelay? Alors, ce qui est déjà étonnant, c'est que la consécration de la Via Arduina, elle est, je vais heurter les Ardennais et les Gaumais qui écoutent, mais la consécration de la Via Arduina, elle est sur un socle lorrain, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle n'est plus tout à fait sur le socle primaire ardennais, elle est à Saint-Valfroy, c'est-à-dire à Carignan. On est à 10 km de la fin géographique de l'Ardenne, mais le socle ardennais descend juste en dessous des roches sédimentaires de la région de Carignan. Donc en fait, le socle ardennais est encore très proche. Il y a une petite couche sédimentaire, mais le haut lieu, le point culminant du pèlerinage pré-chrétien de la Via Arduna se situait donc à quelques kilomètres d'Orval, dans ce que moi j'appelle le triangle des Bermudes, le triangle sacré de la Via Arduna, c'est qu'il y a Orval, le mont Saint-Valfroy, la colline Arduna, et Aviotte. Donc là, il y a une concentration de sites sacrés vraiment conséquente, avec une apothéose d'énergie. Et pourtant, on n'est plus tout à fait dans un socle typiquement de schiste, etc. Alors, si on continue, je pense que les pèlerins qui ont fait la Via Arduna ont senti que de Malmedy à Orval, il y a quelque chose qui se boucle. On pourrait même dire de Malmedy à Orval, Aviotte, Saint-Valfroy, Montmédy, voilà, il y a une cohérence. Mais quand les pèlerins qui sont partis d'Orval, par contre, ils disent que l'objectif, c'est Vézelay. Et donc, je pense que là, il y a, tout comme quand on part de Malmedy, on est attiré par Orval et la colline d'Arduina, c'est ça le but. Je pense que quand on part d'Orval, il y a quelque chose qui attire et qui est Vézelay. Et alors là, moi, je n'ai pas de traces telluriques de ce qui se passe dans cette zone-là. Par contre, tout le chemin que j'ai tracé passe par énormément de lieux très très forts au niveau historique. Il y a Montmédy, il y a Stenay, il y a
Mont-de-Vent-Sassay, il y a Dents-sur-Meuse, il y a Sainte-Ménéhould, il y a la forêt de Wavre, il y a la forêt d'Argonne, il y a Varennes-en-Argonne où le roi Louis XVI s'est fait arrêter. Donc, et puis on arrive à Vitry-François, et puis Brienne-le-Château, et puis la forêt d'Orient, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose quand même de ponctué par des sites marquants. Et c'est pas la même démarche, c'est plus la même énergie, mais je crois qu'il y a une autre orientation, il y a une autre démarche. On est dans le double du temps aussi, entre Orval et Vézelay. C'est une autre démarche. Très bien. Donc, tu conseilles d'aller vers Vézelay, pas de venir de Vézelay au Mont-Saint-Walfroy, ou est-ce que c'est une option? Ça, je n'ai pas fait les choses dans ce sens-là. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très attirant du nord-est au sud-ouest en Europe. Hein. Et la Via Arduina est vraiment dans cet axe nord-est-sud-ouest. Alors, pour la petite histoire, par contre, si on continue cet axe nord-est-sud-ouest, eh bien, on arrive au Puy-en-Velay. Ah, Pardon, on arrive dans les volcans dans les volcans, dans le parc des volcans, et on arrive même dans un petit village qui s'appelle Conques, hein, si on continue tout droit cet axe-là. Et donc, je fais un petit clin d'œil à des personnes qui ont conçu un chemin en Auvergne qui part de Murat et qui va vers Conques, qui était le chemin des moines de Cluny, et qui est un peu un équivalent de la Via Arduina. C'est le plus haut chemin de pèlerinage de France qui passe par le plomb du Cantal à 1800 mètres d'altitude, je crois, quelque chose comme ça, et qui est extrêmement sauvage et extrêmement dépouillé aussi, un peu à l'image de la Via Arduina, et qui est dans l'axe. Si on continue l'axe jusqu'au Massif central, eh bien, on arrive à ce chemin. merci, tu viens encore de nous prendre 2 futurs étés à parcourir de nouveaux chemins, c'est génial. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un peu en Ardennes et que tu nous parles de ces incroyables lieux de légende qu'on va rencontrer sur cet axe qui va du nord-est au sud-ouest, en partant donc de Malmedy. Quels sont les endroits que tu as retrouvés et qui sont, alors tu parlais de syncrétisme, qui sont soit encore tout à fait des lieux pré-chrétiens, soit qui ont été transformés, mais qui gardent Voilà. le souvenir de ce. Donc, les endroits pré-chrétiens sont assez méconnus et sont souvent un peu oubliés au fin fond d'une forêt, et souvent ils sont associés à des légendes qui ne donnent pas suffisamment la puissance du rôle qu'ils avaient. Par exemple, le fait du diable qui se trouve à côté de Wannes, donc pas très loin de Trois-Ponts, c'est un ancien hôpital énergétique pré-chrétien, je pense en tout cas jusqu'à l'époque des Celtes, ça a dû être utilisé. Des géobiologues ont redécouvert qu'à plusieurs endroits de ce site, il y a différentes énergies qui guérissent différentes pathologies. Donc, ils sont associés à différents maux. Et en fait, on a exactement l'équivalent dans le massif des Vosges, dans le massif du Tanchel, qui est extrêmement connu par les gens qui s'intéressent un peu à la géobiologie. C'est un site énorme dans lequel il y a des énormes rochers qui ont des formes animales. Il y a énormément de pierres à cupules, donc qui étaient des pierres sacrées de rituels. Et dans ce massif du Tanchel, il y a aussi différents endroits où on allait en fonction de la pathologie. Donc les femmes qui venaient d'accoucher allaient à un tel endroit pour évacuer certaines choses, les personnes qui souffraient d'infertilité allaient à un autre endroit, etc. Et donc le fait du diable, qui a été extrêmement diabolisé et qui finalement est devenu quelque chose d'uniquement associé à du négatif, et qui finalement a été totalement perdu en désintérêt, était un haut lieu de guérison énergétique. Donc on utilisait les ondes à l'époque pour soigner les gens. Voilà, ça c'est un exemple. Il y a d'autres roches comme ça, comme les blancs cailloux de Mousny. Là aussi, il y a une légende qui parle du diable, etc. Donc quelque chose de très réducteur qui fait qu'on a perdu la dimension énergétique du lieu, et que c'est clair que c'était un endroit de rituel sacré. Voilà. Donc la Via Arduina, je l'ai conçue de façon double.
d'une part de façon extrêmement pratique pour permettre aux pèlerins qui veulent faire des étapes courtes de marcher un jour sur une boucle et de revenir le lendemain par une autre boucle. Je fais un clin d'œil à l'association des GR qui m'ont beaucoup soutenu, puisque c'est eux qui assurent la conception graphique des topofiches et qui renseignent sur les topofiches les GR que l'on peut utiliser justement pour utiliser ces boucles, pour faire ces boucles de retour. Alors je réponds à une question, oui, c'est bien le fait du diable à côté de One, parce que j'ai vu qu'il y avait une petite question qui passait. C'est le fameux fait du diable entre Stavelot et Trois Ponts. Donc, on était au Blanc Caillou de Mousny. Et Voilà. alors, Voilà. qu'est-ce que tu... Et donc, donc j'ai fait ces étapes en boucle. Et donc, il y a toujours un côté de la boucle qui va être plus médiéval, plus compostellan, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire plus lié à la pratique médiévale du pèlerinage. Donc, la première étape, par exemple, la boucle médiévale va passer par Stavelot, hein, logiquement. L'autre boucle va passer par le fait du diable à One. Et donc, on a vraiment, d'une part à l'autre, d'une étape à l'autre, on a les deux boucles qui se convoquent et qui s'interpellent l'une l'autre. Il y a d'autres sites j'ai du mal à faire la liste comme ça. Alors, après les blancs cailloux, il y avait le rocher du diable qui lui se trouve un peu près de la Voilà, préfecture, là, voilà, très voilà. isolé. Alors, la baraque Fréture, c'est le point culminant de la Via Arduina, hein, notre petit point culminant modeste belge, mais quand même, c'est aussi le point de jonction entre les provinces de Liège et de Luxembourg. Hein. On est dans cette frontière-là. Et là, on s'est rendu compte que sur les cartes que j'ai suivies pour concevoir la Via Arduina, eh bien, sur les vieilles cartes d'état-major, il y a une petite croix Saint-Jacques là, qui apparaît juste à côté de la baraque Fréture et qui est perdue au milieu de la fagne. Et quand je l'ai découverte, elle était en piteux état et je voulais informer tous les pèlerins que la commune de Manet et de Vielsalm ont réhabilité cette croix. Donc, ils ont fait une magnifique croix de chêne avec une coquille Saint-Jacques en plein cœur et ils vont bientôt la réimplanter à proximité de la baraque Fréture sur le tracé de la Via Arduina. Et effectivement, à quelques dizaines de mètres à peine, peut-être 200 mètres de là, il y a ce fameux rocher du diable, mais ce n'est pas le seul. Autour de la baraque Fréture, il y a la plate pierre, donc la plate pierre, il y a le rocher du diable, donc il y a deux, et puis il y avait le fameux bonhomme d'Ypire à Audaigne, qui a disparu, mais qui était, d'après la légende, un magnifique, un énorme menhir, tout blanc, qui était dédié au principe masculin de fécondation de la Terre, là où les dolmens étaient plutôt liés au principe féminin d'accueil de l'énergie cosmique. Waouh, c'est passionnant. Alors, j'espère que parmi les participants, il y en a qui auront encore des lieux comme ça à nous recommander. Et parmi les lieux, on va dire, chrétiens qui t'ont marqué, qu'est-ce que tu citerais sur ton chemin? Alors, Bien, ou d'autres choses? ce qui est assez marquant dans la Via Arduina, alors je ne suis pas spécialisé dans les églises et les chapelles de Belgique et d'ailleurs, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a assez bien d'églises et de chapelles qui ne sont pas en blanc sur le tracé et qu'à un moment donné, ça s'arrête. Quand on va quand on passe la frontière, ça s'arrête. Et je pense qu'il y a aussi une concentration, enfin ça je voudrais le signaler, moi c'est quelque chose qui m'est apparu assez tardivement, c'est qu'il y a une concentration de vierges noires sur la Via Arduina que je n'avais pas repéré au départ. Donc il y a évidemment la fameuse Vierge noire repeinte d'Aviotte, hein, c'est attesté qu'elle a été peinte plutôt récemment. Mais il y a aussi dans l'église de Chigny une Vierge noire qui est toute discrète, mais voilà, on n'en parle pas souvent, mais elle est bien noire. Et il faut savoir que toute cette région où le culte de la déesse Arduina était installé, Orval, Aviotte, le Mont-Saint-Valfroy, faisaient partie du comté de Chigny. Et donc, est-ce que les comtes de Chigny auraient été ceux qui auraient
au Moyen-Âge, tenter de, de, de sauver l'image de cette déesse, c'est une question que je me pose, mais j'ai ma petite idée là-dessus, Mhm. parce que le comté de Chigny, c'est un endroit très particulier. Au niveau de la géographie, c'est une région qui n'appartenait pas vraiment aux grands empires de l'époque. C'était une petite bulle. Et au niveau cultuel, on a beaucoup de cultes à ces déesses mères, à ces vierges noires. Il y avait plusieurs endroits à Amipré ou à Aviotte où on soignait on accueillait les bébés mort-nés pour leur donner ce baptême post-mortem. Et en fait, de nouveau, c'est énergétique parce que des géobiologues ont testé dans certains endroits en France que l'énergie était tellement puissante que certains corps éthériques du bébé même décédé pouvaient se réanimer. Alors, ce n'était pas le corps physique, c'était un des autres corps du bébé qui pouvait manifester un signe. Et d'avoir lu certains livres de géobiologie qui parlent de ça, je suis convaincu que certaines personnes initiées savaient comment pratiquer ces rituels-là, et ça se faisait à un endroit précis dans la basilique ou dans l'église, sur tel autel où l'énergie cosmotellurique était extrêmement puissante. À Viotte, c'est la recevresse qui est juste à l'extérieur de. Voilà. Voilà. Mais à l'intérieur de la basilique, il y a une énergie aussi très très puissante au niveau à l'arrière de Notre-Dame d'Aviotte. Il y a Sainte Ursule qui a son crâne, sa boîte crânienne, la statue, qui est détachable. Et on raconte que, pardon, on plaçait ce sommet du crâne sur les personnes qui étaient en souffrance mentale. Donc, on les faisait venir là, on récitait un rituel, puis on plaçait cette pierre sur le crâne du malade, et ça lui donnait un apaisement psychologique ou psychiatrique. Mhm. Waouh. Oui, je confirme, l'énergie est incroyable à Viotte. J'ai voulu dormir juste derrière la basilique et j'ai jamais réussi. Et Hmm. je suis repartie en pleine nuit pour aller Oui, bivouaquer dans des lieux plus calmes tout à parce que fait, tout j'ai à fait. C'est très remuant. Oui. aucune connaissance là-dedans. Mais Des habitants d'Aviotte disent que c'est particulier d'habiter à Aviotte parce que il y a vraiment une puissance là, effectivement, très remarquable. waouh, c'est trop passionnant. Alors, j'espère que ça ne vous a pas fait peur, hein, de vous écouter, mais la dimension énergétique du chemin, c'est un plus. Et donc, ça, enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche de plus en plus parce que tous ces chemins ne sont pas tracés par hasard. Et c'est vrai que si on peut en plus capter quelque chose pour trouver l'endroit où on va mieux se ressourcer, où on va mieux retrouver de l'énergie, ah ben c'est que du bonheur en fait, et c'est vraiment une dimension en plus. Et c'est une dimension qui est, je trouve, très très perceptible sur la Via Arduina. Et quand tu disais qu'on se sentait vraiment attiré par la colline Arduina devenue Mont-Saint-Walfroy, c'est tout à fait vrai. Et cet endroit-là est un lieu où on se sent particulièrement bien, c'est vrai. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de poser des questions sur mais comment on fait maintenant concrètement? Demain, je voudrais partir. Où est-ce que je trouve le topo guide? Comment ça marche? Est-ce que c'est balisé? Est-ce qu'il y a des gîtes? Enfin voilà. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer aussi la philosophie de ces fameuses topo fiches et très concrètement comment on peut se mettre en route Mhm. ce chemin? Donc, moi, j'avais comme idée de proposer aux pèlerins plutôt des topofiches qui reprennent chaque fois une étape d'environ 20-30 km, plutôt que de faire un gros bouquin à suivre en ligne. Parce que je voulais aussi proposer aux personnes qui n'ont pas le temps, ou pas les moyens physiques ou pas l'envie de faire tout d'un coup, de faire des petites boucles. Et puis aussi parce qu'au niveau budget, la première étape en 2005 a été réalisée avec des fonds européens parce qu'il y avait à l'époque à Florenville un bureau qui faisait des projets FEDER ou quelque chose comme ça, ou Interreg, je crois, et qui avait du personnel pour le faire. Mais après, en fait, on n'a jamais eu de soutien. Parce que des gens nous disaient qu'on n'était pas assez gros comme projet, donc c'était pas intéressant, pas assez porteur. Et donc finalement,
pendant tout un temps, le projet est resté en suspens. Et puis en 2013, là, j'ai eu le soutien, 2013-2015, j'ai eu le soutien de l'association Ardennes-Eiffel, de l'association des Hubertins à Saint-Hubert aussi, qui ont trouvé des fonds pour financer les 3 fiches, en plus de celles qui existaient jusque-là. Donc actuellement, il y a 4 fiches qui sont disponibles, qui couvrent la distance entre Tenneville, sur la nationale 4, hein, entre Marche et Bastogne, entre Tenneville et Orval. Donc là, on a les 4 topofiches disponibles actuellement. Je voulais dire à tous les pèlerins que ces fiches sont disponibles dans les maisons du tourisme de Saint-Hubert, de Neufchâteau, à l'Office du tourisme de Florenville, et que ces maisons du tourisme peuvent vous les envoyer. Donc, c'est quelque chose qu'on peut recevoir à domicile. Alors, ça, c'est au niveau des topofiches. Alors, comme je l'ai dit, j'avance une après l'autre. Quand j'ai les fonds, j'en édite une. Donc, c'est pour ça que c'est très lent. Je comprends que ça doit être frustrant. Pour moi aussi, c'est très frustrant. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer pour la suite. J'ai peut-être une idée pour faire un projet de topofiche entre Orval et Dun-sur-Meuse qui reprendrait tous les sites sacrés du Nord meusien. Donc, j'ai peut-être un mécène qui pourrait me soutenir pour ça, mais je dois encore creuser ça. Et puis, il y a un gros poste qui est le balisage, évidemment. Alors là, je voudrais faire un grand merci à la bande à Marie-Jo, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, Marie-Jo Jamard, Agnès, et puis du côté belge, et du côté, Marie-Jo a aussi couvert une partie française. Et puis aussi Guylaine, évidemment, que j'ai vu tout à l'heure, qui, elle, a porté le balisage jusqu'à Vitry-le-François, ce qui fait que le balisage de la Via Arduna est complet depuis l'été 2019, depuis Malmedy jusqu'à Vitry-le-François. Alors, cette année, évidemment, on n'a pas pu encore le contrôler et éventuellement le réparer si c'était nécessaire à cause du confinement. Il y a eu la peste porcine en Gaume. J'annonce aussi à tous les pèlerins que la forêt gaumaise va être libérée et réouverte le 16 mai. Donc, la peste porcine est terminée, est clôturée. Donc, les forêts pourront être réouvertes. Et la Via Arduna, j'avais prévu une déviation qui était renseignée aux personnes qui me contactaient. Et voilà, je déclare que les forêts sont réouvertes à partir du 16 mai. Voilà. C'est formidable. Et alors, au niveau donc, du balisage, on a compris que c'était bon. On a déjà une partie des topofiches. J'en profite pour faire un petit appel à tous ceux qui ont envie de faire un don à l'association de Samuel. Dans le mail que vous avez reçu cet après-midi, j'ai mis le numéro de compte de l'association Via Arduna. Donc, sachez que directement, votre don va permettre d'éditer les topofiches. Donc, si vous voulez y aller, allez-y, soutenez-le. Un petit don de 5 euros. Voilà, si on est tous là avec notre petit don, ça va déjà faire peut-être la prochaine topofiche, et puis on espère encore plein d'autres projets pour toi. Quand on veut loger, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors, en fait, quand des candidats pèlerins sont prêts à partir, ce qui concerne les fiches, pour les fiches, sur les fiches, on a des renseignements des maisons du tourisme. Donc là, les maisons du tourisme peuvent donner toutes les informations avant de partir. Vous pouvez avoir votre liste de tout ce dont vous avez besoin. On croit parfois qu'il n'y a pas grand-chose à trouver dans notre région, mais il existe des choses. Il n'y en a pas pléthore, mais il en existe suffisamment pour faire son chemin. Pour les étapes qui ne sont pas encore couvertes par des topofiches, là, quand les gens me contactent, eh bien, je leur donne quelques liens, quelques pistes par mail. Je leur envoie un petit listing par mail des endroits. Idem pour la France. Là, je donne aussi les contacts que j'ai. Est-ce qu'il y a des familles qui accueillent sur la Via Arduna, des particuliers? Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer. Il y a quelques personnes que je connais qui proposent l'accueil, mais il n'y en a pas encore énormément. Donc, c'est quelque chose que je voudrais pouvoir développer, que l'on soit résident direct de la Via Arduna ou qu'on soit à quelques kilomètres, parce que de plus en plus d'hébergeurs proposent aux pèlerins d'aller les chercher
à 10-15 km et puis de les reconduire le lendemain là où ils étaient arrivés. Chouette, chouette, chouette. Alors tout à l'heure, on aura un témoignage de Gaël qui nous parlera de son chemin en hiver en demandant l'hospitalité. Donc, vous verrez qu'il y a aussi plein de possibilités. Et on verra si on peut aussi faire du bivouac sur cette Via Arduna. Qu'est-ce que tu en penses, Samuel? Alors ben, là, je, Tu je ne suis nous dis pas si on peut, tu nous dis juste voilà. si c'est possible. Il y a les aspects légaux du bivouac en forêt sur lesquels moi je ne peux pas me prononcer parce que là il y a il y a des lois. Par contre, ben, si on a suivi tes blogs sur tes bivouacs, je pense qu'il y a moyen de trouver des endroits plus civilisés que la forêt, hein, qui sont des endroits un peu mixtes où il y a peut-être moyen ou alors de demander à des habitants, à des riverains de pouvoir peut-être mettre à disposition un espace de bivouac. Je pense que ça doit être envisageable. Je Alors, il y a quelqu'un qui demandait le nombre de kilomètres. J'ai une mémoire de poisson rouge au niveau des chiffres. On est grosso modo, si je me souviens bien, à 300 kilomètres en tout entre Malmedy et Vitry-le-François. Environ 120 de Malmedy à Orval et un peu plus d'Orval à Vitry-le-François. Voilà. très bien, chouette alors. Samuel, est-ce que tu as encore des choses que tu aimerais nous dire ou faire un appel éventuellement justement voilà, à ces hébergeurs en famille ou à des gens des sections du chemin qui nécessiteraient un entretien ou des choses encore qu'on peut faire pour t'aider? À ce niveau-là, j'ai vu qu'il y avait dans les personnes qui défilaient tout à l'heure deux ou trois, ce que j'appellerais moi je les appelle mes parrains du chemin. C'est que je ne peux pas couvrir l'entièreté des 300 km pour surveiller, entretenir et être attentif à l'état des balises. Donc j'ai fait appel à des personnes qui pourraient se prendre en charge des tronçons pour les surveiller annuellement, pour me dire ce qui est à faire, s'il y a des arbres en travers, s'il y a des balises disparues, s'il y a des balises à refaire, etc. Et bah voilà, je les salue, je crois qu'il y en a deux, trois, je ne les ai pas encore rencontrés directement parce que bah, cette année, on a dû faire d'autres projets. Mais voilà, a priori, il y a du monde un peu partout du côté belge. Du côté français, pas encore, mais voilà, ce sont mes parrains du chemin. Et nous, en tant que pèlerins, alors si on a la chance de parcourir ce chemin magique cet été, est-ce que tu attends un feedback? Est-ce qu'on peut faire quelque chose justement par rapport à ce chemin? Par exemple, est-ce que tu aimerais qu'on t'envoie nos hébergements ou qu'on signale quand on s'est perdu ou je ne sais pas quoi? C'est un peu ce qui se passe pour le moment parce que plusieurs personnes un peu pionnières du chemin sont parties, soit avec des vieilles cartes à moi de photocopier du tracé. Et donc, j'ai déjà eu le plaisir d'avoir du feedback. On peut le faire à moi. Je pense qu'on va mettre sur le site internet aussi un onglet pour les témoignages ou les retours. Ça m'intéresse bien d'avoir un peu les commentaires comme ça, je trouve que le chemin vit aussi en dehors de moi parce que c'est pas c'est pas spécialement que moi ça m'intéresse de savoir ce que les gens ont vécu dessus, mais je trouve ça très très chouette de me dire voilà, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et je vois que ça apparemment ça donne beaucoup de plaisir aux gens à le parcourir et à échanger et même des choses auxquelles on m'apprend des choses que je connais pas et donc ça c'est très très chouette. Donc, on lance un appel au récit de voyage sur la Via Arduna. Alors, Samuel, il est entouré de deux webmasters exceptionnels. Hein, c'est Agnès et Marie-Jo. Et donc, elles sont là pour mettre en ligne plein de choses sur ce site viaarduina.org. Donc, vraiment, n'hésitez pas donc à renvoyer à Samuel. Que tu as mis en ligne, il faut quand même aussi rendre à César ce qui est à César. La création, oui, c'est vrai. Mais après, je vous ai rendu le Bon, c'est formidable. En tout cas, grand merci. On va encore t'entendre sûrement tout à l'heure au moment des questions-réponses. Alors moi, j'avais envie de passer la parole à Gaëlle, si elle est d'accord. Gaëlle, est-ce que tu peux rallumer ton micro
moi, je l'active. Attends, je l'active pour toi, voilà. Bonsoir Gaëlle, tu es à l'écran. Est-ce que tu peux nous parler de ton incroyable Via Arduina de cet hiver? Moi, je dis pour commencer que ce n'est pas du tout dans mon habitude de parler devant des personnes et encore moins derrière un écran. Mais voilà, je me lance. Nous deux, t'inquiète. Mais j'avais pris congé à la Noël pour être en famille et puis j'ai été prise par un espèce d'élan de besoin de me recentrer, de retourner à des essentiels. Et donc, j'avais entendu par toi longtemps, enfin souvent parler de route sur des tas de chemins. Et tu m'avais parlé de la Via Arduina. Il se fait que moi, j'ai habité pendant 15 ans à Nadrin, qui se trouve pas loin de La Roche-en-Ardenne. Donc, enfin, voilà, c'était arrivé de passer par là et de me dire, coucou, je loge à Saint-Aude, je suis pas très loin de chez toi avec Nathalie. Et donc, ça avait encore attisé des envies. Et alors là, enfin, voilà, je me suis dit, je fonce, j'y vais. Je savais que tu avais des vieilles cartes photocopiées, donc j'ai pris en voyant les cartes, je me suis dit, mon Dieu, j'espère que c'est balisé parce que en plus, je ne vois pas bien sans lunettes, donc s'il pleut, je ne verrai rien. Et donc voilà, globalement, je me suis retrouvée. Et alors, j'avais aussi la question, je ne savais pas comment il allait faire, le temps qu'il allait faire, je ne savais pas où loger. Et j'ai vraiment eu envie simplement de me reconnecter à la nature, à la confiance en fait. J'avais besoin et j'ai toujours besoin, peut-être encore plus maintenant, de faire confiance dans ce que ce chemin pouvait m'apporter en termes de vécu de chaque jour. Je partais chaque jour en me disant, tiens, un peu émoustillée en me disant quel va être mon cadeau du jour. Et c'était souvent des petites rencontres de mésanges naines ou des choses comme, enfin des tout petits trucs mais merveilleux. Et puis faire confiance dans la capacité d'accueil des gens en fait. Donc je me suis rendu compte que le chemin passait devant la famille deux familles amies. Donc là c'était trop bête de ne pas demander l'hospitalité. Et puis je me suis dit on verra bien. En fait j'avais besoin de faire confiance en l'humain au terme des journées. Et c'était vraiment fabuleux. En fait, c'était vivre. Alors, l'aspect énergétique m'attirait aussi. Moi, ça fait longtemps que la forêt ardennaise me parle beaucoup. Et j'ai l'impression, enfin, j'appelle ça mon église verte, je ne sais pas comment dire, mais il se passe des choses que je ne peux pas qualifier, je ne peux pas mettre des mots là-dessus, mais j'avais vraiment envie de me rebaigner là-dedans, de retrouver des essentiels, de vivre aussi qu'on peut quelque part physiquement faire des choses sans s'être énormément préparé, mais en avançant à son rythme. Comment qu'on peut avancer comme ça, qu'on n'a pas beaucoup besoin en fait. Je suis revenue en me disant, mais finalement, on s'entoure d'un tas de choses qui sont complètement superficielles et qui nous encombrent. Et ça fait du bien de vivre qu'on peut simplement comme ça se reconnecter à une part de nous-mêmes qu'on a tendance à oublier et qui est très simple et qui n'a pas besoin d'isoler, qui ne dort pas. Donc, voilà. Et donc c'était vraiment très revitalisant et sur le plan de la nature et sur le plan humain. Enfin, c'était un chemin qui m'a fait rencontrer des gens incroyables aussi. Et alors ce qui était à la fois surprenant et puis je me dis il n'y a pas vraiment de hasard. Je crois qu'on attire aussi les personnes voilà, les rencontres ne se font pas par hasard. Chaque famille ou personne qui m'a hébergée j'ai découvert un lien en fait avec ma vie à moi, mais parfois des liens concrets. Donc telle personne qui m'invite à boire un verre près de Saint-Hubert et puis j'allais loger chez des amis et ces amis la connaissaient quoi. C'était une vieille dame de 80 ans. Enfin voilà, des liens avec ma famille, avec des choses qui sont importantes dans la vie. Et donc, c'était terriblement nourrissant aussi de ce point de vue-là, de faire ces rencontres. Et je pense que si j'avais trop programmé avant, eh ben, je serais passée à côté de tout ça. Donc, je trouvais que c'était important de lâcher prise, voilà, de ne pas être dans le contrôle et de se laisser vivre ce qui allait venir, quoi. Là aussi. Donc moi, le Mont-Saint-Voilefroy, il y a un truc qui m'a fort choquée parce que tu m'avais dit que tu avais été, c'était un peu le nirvana. Et moi, quand je suis arrivée là, après une grosse côte, il faisait super chaud parce que c'était l'hiver, mais il faisait chaud.
et je vois une pancarte, voici le lieu où Saint Walfroy comment a tué, je ne sais pas quoi, la déesse Arduina. La pauvre C'est ça Arduina. pour ça. Au secours, quoi, il n'a rien compris. Et donc, moi, c'est plus à Viotte que j'ai ressenti, c'est un endroit auquel je suis plus sensible. Ça, c'est pas moi, c'est Isalie. Mais voilà. C'est génial. Mais voilà. Donc, j'étais très bien. Alors, c'était vraiment impressionnant de voir partir Gaëlle le 21 décembre. Et alors, ce qui était le plus fou, c'est que Gaëlle m'a donné une vraie leçon, puisque en fait, c'est moi qui avais peur pour elle. Et à un moment, elle m'a dit, mais Sylvie, tu sais, arrête avec tes peurs. Moi je n'ai pas besoin de tes peurs. J'ai envie que tu me fasses confiance. Et j'avoue que ça a été une vraie leçon que tu m'as donnée en passant par voilà, les journées les plus mauvaises de l'année, les plus courtes. Et en arrivant quand même à Orval, en n'ayant rien. Je tiens à préciser quand même, parce que quand on marche en hiver, moi j'étais partie avec des bêtes basket, parce que ce sont des chaussures qui m'accompagnent depuis longtemps et j'avais envie qu'elles continuent à m'accompagner un petit peu. Et finalement, l'herbe n'est pas très haute. Bon, il a plu pendant 2 jours et demi, donc j'ai quand même dû traverser des chemins transformés en ruisseaux. Mais le pire jour, j'étais hébergée par des amis, donc je savais bien qu'ils allaient pouvoir me remettre à sec pour le lendemain. Mais en fait, on se dit, il n'y a pas, la nature est éteinte, il fait gris. Et en fait, dans ce cadre-là, la moindre touche de couleur est magique, quoi. Et alors, il y a des odeurs qui ressortent beaucoup plus. On ne crève pas de chaud. Ça, c'est un avantage. Comme si on bouge, on a chaud et on ne meurt pas de chaud parce qu'on n'est pas pris sous une canicule. Et il y a des tas de choses. En fait, la nature est belle par toute saison et je pense que, voilà, il faut y aller, quoi. Je précise quand même que j'ai passé une mauvaise nuit, les 2 nuits précédant mon départ. Je me suis dit comment est-ce que je ne suis pas en train de m'engager dans un truc tout à fait fou, mais après, c'était vraiment magnifique. Voilà. Je suis impatiente d'y retourner. Et alors, moi, j'habite, je pourrais peut-être envoyer un mail, mais si besoin, je garde un pied-à-terre dans les environs de Salleré et de La Roche. Enfin, voilà. Et donc, je peux devenir, je ne sais plus quel est le terme que tu utilises, mais marraine du chemin. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, je vais repasser la parole à Samuel, si tu permets, Gaëlle, parce qu'on avait eu une discussion avant la conférence justement sur le fait que certaines personnes avaient réagi comme toi au Mont Saint-Walfran en disant voilà, moi je ne l'ai pas trop senti. Alors Samuel, tu peux un peu nous en parler de ce Mont Saint-Walfroy? Alors, c'est clair, Gaël a vu la fameuse pancarte qui est là toujours aujourd'hui. Donc, c'était au VIe siècle que Saint Walfroy est venu pour combattre la déesse Arduina. Et aujourd'hui encore, le panneau est là. Cette pancarte est présente. Donc, c'est dire à quel point il y a à cet endroit-là une information qui est donnée qu'il faut continuer à combattre ce principe-là, ce personnage d'Arduina. Et alors, ce qui est encore plus choquant, je ne sais pas si tu l'as vu, Gaël, j'espère que non, sinon tu aurais peut-être été encore plus fâché, c'est que les symboles qui représentent Saint Walfroy, chaque saint est représenté avec plusieurs attributs, et les attributs de Saint Walfroy, c'est la Bible, évidemment, la colonne brisée, puisqu'il était sur une colonne pour impressionner le peuple. Et puis, l'autre attribut, c'est que sous son pied, il y a la tête de la déesse. Donc, c'est extrêmement brutal, et c'est extrêmement violent. Et je pense que certaines personnes au Mont-Saint-Walfroy le sentent. Je pense qu'ils sentent cette information-là, qu'on essaye de maintenir sous le pied quelque chose de tellurique. Alors, certains vont me dire, oui, mais il y a bien l'archange Saint-Michel qui terrasse le dragon, il ne le tue pas. Donc, c'est important, ça c'est le symbole de la réunification des forces cosmiques et telluriques. Le Saint-Michel ne tue jamais le dragon, il le terrasse, donc il le met à sa juste place. Mais le problème pour moi, c'est que là, il y a quelque chose qui est inversé pour Saint Walfroy. C'est comme Saint Austremoine en Auvergne. Il a aussi le pied sur la tête de l'ancienne déesse. Et je crois que certaines personnes sentent ça. Par contre, telluriquement, je t'en avais parlé, Sylvie, le Mont Saint Walfroy, il est exactement au milieu
de l'axe Reims-Trèves. Donc énergétiquement, c'est la base, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le point du milieu de la dorsale arduina. Donc c'est vraiment le point le plus fort de la dorsale arduina, c'est l'aboutissement. Et ça restera toujours, telluriquement, géobiologiquement, ça restera aussi toujours, même s'il y a une couche qui essaye de maintenir cette force tellurique. Ça, c'est ma façon, moi, d'expliquer les choses. La Terre, comme disaient les Indiens d'Amérique, la Terre ne meurt jamais, la Terre ne mourra jamais. Et donc, elle est toujours là, même si on essaye de maintenir ça. Quand j'étais plus petit, il y avait régulièrement, et je pense qu'il y en a encore, au Mont-Saint-Valfroid, des formations pour des missionnaires. Donc, on est encore dans cet esprit d'apporter une information qui va venir écraser une autre plutôt que de chercher du syncrétisme. Et Saint-Valfroid fait partie des évangélisateurs d'une certaine époque qui n'étaient pas du tout dans le syncrétisme. On a eu des évangélisateurs comme Saint-Martin qui étaient imposés. Ensuite, il y a eu des évangélisateurs comme Saint-Ostremoine en Auvergne ou Saint-Valfroid dans nos régions qui étaient là pour combattre. Le paganisme, c'est mauvais. On ne va pas chercher plus loin, donc il faut le détruire. Et Grégoire de Tours, qui était l'historien des Francs, a rencontré Saint-Valfroid et qui lui a raconté son histoire. Et on a le récit de la destruction de la déesse par Saint-Valfroid qui a pris des semaines. Donc on pense qu'en fait, il y avait un énorme menhir, mais monumental à cet endroit-là, qui était vraiment comme un aiguillon cosmotellurique pour harmoniser le cosmique et la Terre, et qu'il lui a fallu des semaines pour en venir à bout, tellement il était gros, avec l'aide de certains habitants de la région. Donc ils ont réduit en miettes, en poussière, le menhir. On pense que c'était ça la représentation d'Arduina, puisque les Celtes et le néolithique ne représentaient pas de divinité figurée telle que d'autres cultes. Oh là là. Mais le lieu reste quand même à 360 Voilà. autour de la campagne environnante. Et... Oui, je pense que c'est important. Je crois qu'il y a moyen de sentir le lieu et la force qui s'en dégage en faisant peut-être abstraction, même si mentalement, ce n'est pas évident de faire abstraction du personnage. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler de la colline Arduina plutôt que de parler du mont Saint-Valfroid. Voilà, je pense que ça permet de faire vivre l'énergie d'Arduina plutôt que cette énergie d'écrasement et de noirceur. Et dans l'église actuelle, si on rentre dans l'église et qu'on regarde le vitrail, l'église a été reconstruite après la guerre 40-45, puisque la ligne Maginot l'avait rasée. Mais le vitrail représente une croix centrale, et à gauche, on a un soleil, et à droite, on a un dragon. Et donc, on voit encore que symboliquement, on a cru nécessaire dans cette église de montrer cette scission, l'église qui sépare le bien du mal, et le dragon étant considéré comme le mal, alors que tous les cultes premiers, toutes les cultures traditionnelles sont plutôt dans la réunification et dans la recherche de réunion plutôt que de scission. Alors, on signale dans le chat quand même que l'accueil comment on appelle ça, à l'endroit au Mont Saint-Valfroid, qui est un centre d'accueil, est un accueil très sympathique. Oui, là, il y a vraiment, pour ceux qui ont marché sous la pluie, qui peut être parfois là très, très forte, et les chemins qui peuvent être très gras entre Orval et Saint-Valfroid, il y a vraiment un accueil très, très chaleureux et des bâtiments très, très agréables pour les pèlerins. Très, très bien. Alors, moi, j'ai vu un joli chemin de croix sur le thème de Saint François d'Assise à Saint-Walfroy. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais j'ai réussi à ne pas voir ce méchant saint qui a tout cassé. Et, par contre, c'était Saint François, moi, qui m'a accueilli. Donc, voilà, c'est vrai qu'on peut y trouver, je pense, ce qu'on y cherche, certainement. Alors, Marie-Jo, es-tu bien là, Marie-Jo? Est-ce que tu pourras un petit peu nous parler, alors d'une part de ton expérience, toi, de baliseuse, mais aussi de la partie française du chemin, puisque maintenant le chemin donc, continue de la colline Arduina jusqu'à Vitry-le-François et Vézelay. Et je crois que c'est un morceau que tu connais bien.
Alors, je ne sais pas. Oui, oui, je le connais en partie parce que j'ai fait le balisage avec l'aide de Ghislaine, qui a quand même été un soutien très, très... Elle a été très soutenante dans ce projet du côté français. On s'est partagé la tâche. On a fait en 2 parties. On avait partagé jusque Sainte-Ménéhould pour la partie nord, dont je me chargeais. Et elle reprenait le relais par la suite. Mais je dois bien avouer que Ghislaine, elle a participé aussi à ma partie, à moi, parce qu'on s'est retrouvés à quelques occasions pour baliser ensemble avec son amie Marie-Jo et Leslie. Je pense qu'il n'y en avait pas d'autres. Puis on s'est retrouvés aussi avec Samuel. Ça nous a laissé des souvenirs absolument fabuleux. Moi, j'ai été fascinée. C'est vrai que quand Samuel parle d'une autre énergie, il y a effectivement une autre énergie du côté français. C'est très différent. C'est parcouru par des endroits magnifiques comme la forêt de la Vouivre, qui a une énergie très bousculante. En tout cas, moi, l'expérience que j'en ai faite, je suis partie en 2015 avec mon compagnon, mon amoureux, et on a mis, pour donner une idée, 14 jours pour aller de Florenville à Vézelay. Et je me rappelle effectivement que la forêt de la Vouivre, c'était assez ardu. Il y avait cette fontaine de comment il s'appelle encore, ce saint Saint Dagobert, qui n'est pas celui qui a mis la culotte à l'envers, hein, mais un autre, et dont l'histoire est reliée. Moi, je dirais que jusque pratiquement d'Ain-sur-Meuse, on sent encore assez fort l'influence de l'Ardenne, parce qu'il y a une histoire commune aussi avec Andenne. Le mont de Sacey et Andenne sont fort liés, puisque c'est une abbaye qui a été... c'est pas une abbaye, c'est une église qui a été construite, une crypte au XIe siècle, hein, qui a été construite par les chanoinesses d'Andenne. Donc il y a vraiment encore des liens très très forts. Et après, on s'éloigne un peu du côté français. Il y a des choses qui me restent en mémoire. C'est à Montmédy, un super endroit pour loger sur la citadelle, où je n'ai jamais aussi bien dormi que là. Franchement, c'était super agréable. Il y avait la fameuse forêt qu'on traverse entre Varennes pour aller vers Sainte-Ménéhould, et qui est à mi-chemin. On trouve un beau petit village qui s'appelle La Chalade. Et La Chalade, avec une abbaye qui est aussi du 11e, je pense, oui, 11e siècle, et qui a une énergie à l'intérieur. Enfin, moi, je me souviens, j'avais du mal à en décoller parce que c'était vraiment magnifique. Et elle avait... maintenant, c'est une église paroissiale, mais c'est un village qui est absolument magnifique, qu'il ne faut pas rater, qui se trouve aussi à une frontière particulière de territoire. Samuel peut en dire plus, mais on sent, moi je sens tout ça. C'est vraiment super agréable. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, les chemins que Samuel nous a concoctés, ce sont des chemins qui ont un art de la mise en scène. La mise en scène de ce qu'on va retrouver. On est vraiment mis dans des conditions pour découvrir des endroits magnifiques. L'arrivée à Aviotte, c'est juste magnifique. On a un virage et puis tout d'un coup, on voit cette basilique qui sort des champs comme ça. C'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Enfin, vous allez y goûter, hein, franchement, faites-le, ce sera avec plaisir, parce que il y a toute une mise en condition. L'arrivée à Sainte-Ménéhould aussi, on traverse des petits sentiers. En plus, nous, comme on les a balisés, on les a vus, revus, revus, reparcourus. Comme moi, j'ai aussi la passion des cartes. Je pense les avoir étudiées par cœur avant de partir pour être sûre de ne pas me tromper. C'était une aventure super chouette, accompagnée aussi, évidemment, avec toutes nos amies françaises, qui, pour la petite histoire, quand on a terminé le balisage du côté de Malmedy-la-Roche, on avait commencé par La Roche, elles sont venues nous rejoindre à Malmedy pour le balisage de la fin. Et si vous allez sur le site, vous verrez une photo de Marie-Jo et Marie-Jo,
et Ghislaine devant la cathédrale de Malmedy, et qui en fait termine le balisage qui avait été fait grâce aussi à Françoise, qui nous a bien aidé à débroussailler des parties de chemin qui étaient complètement impraticables au moment où on devait les baliser. Jacques aussi, et Christiane aussi, j'espère que j'en oublie pas, Agnès, qui ont vraiment accompagné toute cette aventure, parce que c'était une belle et superbe aventure. Alors, ce que je voulais dire par rapport à la partie française, pour terminer, c'est quand on arrive à Vitry, il y a Vézelay. Et je trouvais qu'une fois qu'on arrivait à Vitry, pour moi, c'était un peu la fin de la Via Arduina. Je l'ai un peu ressenti comme ça. Et on passait à autre chose et je me sentais vraiment attirée vers Vézelay. Et alors, il y avait des petites pointes comme ça, des piqûres de rappel, j'ai envie de dire, de ce qu'on avait vécu avant et qui était la forêt de l'Orient, Tonnerre aussi, qui est aussi un endroit assez magnifique. Et alors, une aventure que j'avais vécue à Bar-sur-Seine, où j'avais été conseillée par Samuel pour aller voir Notre-Dame du Chêne, Notre-Dame au Chêne. Et là, on a eu l'occasion très très sympa de loger chez une communauté de prêtres qui étaient des joyeux lurons qui nous avaient invités à l'apéro le soir. Et moi, j'avais demandé pour pouvoir aller rendre visite à cette Vierge au Chêne. Ils m'ont donné la clé. J'ai trouvé que c'était très émouvant d'avoir la clé pour pouvoir accéder à cette je ne sais plus si c'est une église ou enfin. Et pour la petite histoire, quand on est entré, c'était très tôt le matin, puisqu'on partait très tôt, mais on n'avait pas demandé où il fallait mettre l'électricité, on ne savait pas allumer l'église. Donc on a pu regarder cette Vierge au Chêne avec nos lampes de GSM. Alors je ne vous dis pas, ça fait une drôle d'impression, et c'est un endroit qui est telluriquement très très intéressant aussi. Hein. Donc voilà, ça c'était un peu pour la petite histoire de la partie française qui est très 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 chouette. Et la dernière chose quand même, c'est que j'ai un souvenir qui m'a quand même très très fort marqué. C'était un jour de pluie épouvantable. C'était juste après Sainte-Ménéhould. Et on est arrivé dans un village qui porte très bien son nom, c'est Bussy-le-Repos. Et Bussy-le-Repos, c'est là où on trouve Ghislaine, qui nous a accueillis, qui ne connaissait pas la Via Arduina à l'époque, et qui nous a non seulement accueillis, mais qui nous a hébergés et qui nous a vraiment fait la fête, et puis qui est devenu, à l'occasion, puisqu'elle a appris qu'il y avait la Via Arduina qui allait passer, un élément vachement important pour la suite. Donc, on la remercie beaucoup aussi pour tout ce qu'elle a fait pour la Via Arduina. Voilà. Merci à toi. Et je crois que Ghislaine est avec nous, mais est-ce qu'elle serait d'accord de dire un petit mot, Ghislaine? Est-ce que tu veux réactiver ton micro et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce soir, il y a énormément de pèlerines et de baliseuses, si j'ai bien entendu dans ta liste, Marie-Jo. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de féminin sur ce chemin, Samuel? Ah, la question piège. Ça, je ne saurais pas dire. C'est clair que Arduina est le principe féminin c'est une déesse. C'est aussi le principe féminin de la Terre, évidemment. On est sur quelque chose on marche sur la Terre en tant que pèlerin, donc on est en contact avec ce tellurique, avec ce féminin. Mais comme nous sommes verticaux, nous sommes comme les arbres, comme les menhirs et comme les cathédrales, nous sommes des cathédrales en mouvement. Donc, une cathédrale, un menhir, sert d'union entre le ciel et la terre, entre ce masculin et ce féminin divin. Et nous, en marchant sur ces chemins-là, nous unifions les deux. Mais c'est clair qu'étant terriens, nous avons une connexion première avec cette terre. On est très fort en lien. Les géobiologues remarquent que l'énergie tellurique monte jusqu'à notre cœur. Donc c'est 3/4 du corps. Et l'énergie cosmique arrive jusqu'au cœur. Donc c'est 1/4 du corps. Les personnes dépressives ont l'énergie tellurique qui monte au-dessus du cœur, plus haut que le cœur.
Donc l'équilibre, c'est là qu'on doit le trouver. Et le chemin, marcher sur un chemin, ça permet d'équilibrer les deux forces. Pas trop de l'un, pas trop de l'autre. Ghislaine, est-ce que tu es là, Ghislaine? Elle se fait toute discrète. Je n'ai pas activé mon micro. Ah, voilà. La voilà. Non, mais moi, je suis émue d'entendre Marie-Jo parler de notre rencontre parce que c'était vraiment le hasard. Elle est venue, il se trouve que j'ai un gîte qui se trouve sur la Via Arduna, mais j'en avais aucune connaissance de cette Via Arduna et pourtant je suis née à Bussy-le-Repos, là où est mon gîte. Et donc j'ai accueilli Marie-Jo et Jean-Marc un soir de 14 août. C'était en quelle année déjà? Il y a 5-6 ans, non, Marie-Jo? Oui. Et je les vois encore arriver tous les deux, complètement mouillés. Et alors, on a mis du papier dans les chaussures. Et il se trouve que j'avais plein d'invités le lendemain. Et en fait, on a passé une super soirée ensemble. Et depuis, j'ai découvert la Via Arduna. Moi qui allais marcher au Pérou ou au Népal, je n'avais jamais marché dans la région où je suis née. Hein. Donc, j'étais super contente de découvrir cette région. D'ailleurs, au passage, je suis partante pour être Samuel marraine, non? Je sais pas, je pense qu'on va, comme on ne peut pas bouger cette année, là on vient de savoir aujourd'hui qu'on pouvait faire au moins 100 km, mais même dans le même département, donc ça va. Et je pense que je vais rameuter mes copines pour pouvoir avoir des nouvelles de la Via Arduna entre Saint-Menehould et Bussy. Ça, on va le faire. Merci Ghislaine. D'ici la semaine prochaine. Alors, j'ai aucune idée de comment c'est, parce que, en tout cas dans mon village, il y a des gens qui se sont amusés à retirer les peintures et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas très contente. Je ne sais pas comment ça va se passer à côté. Mais en tout cas, je suis partante pour Super, merci beaucoup. Pour entretenir. Merci. Après, moi, je suis curieuse. Je fais des petits morceaux, hein, finalement, avec Marie-Jo. Effectivement, on a fait du balisage. Mais comme c'était dans l'esprit balisage, je n'ai pas ressenti tout ce que vous citez comme force tellurique, ainsi de suite. Et je suis partante. Il faut que je parte de Malmedy et aller jusqu'à Viot. Je pense que c'est quelque chose que je ferai aussi cet été. Voilà. Donc mais en tout cas, à Bussy-le-Repos, c'est un tout petit gîte que j'aime, qui est absolument pas prétentieux. C'est un peu le hasard qui m'a fait découvrir des gens qui passent. Il n'y en a pas tellement qui sont passés, mais tous ceux qui sont passés sur ce chemin, je suis restée en contact avec eux parce qu'à chaque fois, ça se passe vraiment de façon magnifique et c'est des gens avec qui il se passe quelque chose, je ne peux pas dire. C'est génial. Alors moi, c'est tout ce que je souhaite, hein, c'est que ce chemin, il amène du monde dans ce tourisme écologique, local, respectueux, et puis que ça redonne aussi un petit souffle économique à des régions qui ne voyaient pas nécessairement beaucoup de tourisme, et on sait que ça peut vraiment développer le tourisme. En tout cas, la province de Namur, c'est ce qu'elle fait en développant très fort Namur comme point de départ des chemins de Saint-Jacques en Belgique, mais voilà, il n'y a pas que, et d'ailleurs, tout à l'heure, on a eu une discussion, j'aurais dit, vous savez, la concurrence avec la Via Arduna, donc on souhaite ce développement. Je vais arrêter l'enregistrement, donc je dis encore une fois merci à Samuel avant d'arrêter Merci à toi. cette vidéo.